à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la campagne pour les européennes. Les partis lèvent progressivement le voile sur leur liste. Pour La République En Marche, ce sera donc Nathalie Loiseau, Pascal Canfin, Jérémy De Serle, Fabienne Keller, entre autres. Le grand écart, le en même temps macronien, disent déjà certains. Le parti présidentiel essaie-t-il encore de casser les codes, d'atomiser les oppositions? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Agnès Verdier-Molinier à Éric Heyer. Nous reviendrons sur ce rapport choc autour du temps de travail réel des fonctionnaires révélé par nos confrères du Figaro. Plus de 300 000 agents travailleraient moins de 35 heures par semaine. Quel enseignement en tirer? Réelle injustice ou nouvelle stigmatisation? Analyse et débat dans 10 minutes. Et puis l'actualité, c'est aussi ce front européen face à la Chine, incarné ce matin par le trio Macron, Merkel, Juncker à l'Elysée lors d'une rencontre d'un nouveau genre avec le président chinois. Est-ce que ce sera suffisant pour convaincre Pékin de l'existence d'une voie européenne unique et suffisant pour faire contrepoids? Nous poserons ces questions à notre invité ce soir, c'est l'essayiste Nicolas Bavrez. D'abord, retour sur cette rencontre, c'est avec Béatrice Finzan. Afficher l'unité sur le perron de l'Elysée. Le visage de l'Europe réunie accueille la Chine. L'enjeu est économique. Il s'agit de protéger la place de l'Union européenne dans le marché mondial, mais aussi éminemment politique, en parlant d'une seule voix sur les grands dossiers mondiaux. Évidemment, l'exercice de la puissance dans l'histoire de l'humanité ne va pas sans rivalité. Nul d'entre nous n'est naïf, mais nous respectons la Chine et nous sommes déterminés au dialogue et à la coopération. Et nous entendons naturellement de nos grands partenaires qu'ils respectent aussi l'unité de l'Union européenne, comme les valeurs qu'elle porte pour elle-même et dans le monde. À la recherche de partenaires à sa taille, Pékin a besoin de l'Europe pour exporter. La coopération est essentielle, même s'il y a des points de désaccord ou de la compétition, c'est une compétition positive. Et la coopération l'emporte largement sur la concurrence. Nous devons accroître l'énergie positive. Nous sommes en train d'avancer ensemble. Nous ne pouvons pas laisser la méfiance mutuelle prendre le dessus. Pourtant, l'Italie a déjà passé des accords économiques bilatéraux avec la Chine samedi dernier, en s'offrant notamment une place sur la route de la soie, une ouverture de la porte sud de l'Europe, non sans intérêt pour la Chine, loin de l'unité affichée à l'Elysée. Et on va aller plus loin sur ce sujet avec notre invité ce soir, Nicolas Bavrez. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Économiste, essayiste, auteur de ce livre, Violence et passion. Si on doit faire le bilan de cette rencontre entre le président chinois et le trio dont je parlais, Macron, Merkel, Juncker, est-ce que pour vous, l'Europe a réussi à parler d'une seule et même voix, à montrer un visage unique face à ce président chinois ? Alors, c'était effectivement une configuration tout à fait nouvelle. On peut dire qu'il y a une certaine Europe qui a parlé au président chinois, mais pas toute l'Europe, puisque précisément, il est frappant de voir que l'Europe méditerranéenne n'était pas représentée, ni l'Europe orientale. Or, ce sont précisément ces deux Europes qui présentent des signes de fragilité, qui sont les cibles privilégiées des routes de la soie de la Chine. D'un côté, la Hongrie, de l'autre côté, la Grèce avec le port du Pirée, le Portugal avec l'électricité du Portugal et désormais l'Italie avec les ports de Trieste, de Gênes, mais aussi le spatial et les télécommunications. Ça veut dire que ça ne sert à rien ou ça veut dire que pour autant c'est déjà bien qu'une certaine Europe parle d'une seule et même voix? Ça veut dire que c'est sûrement un progrès parce qu'il y a deux messages qui sont passés. Le message vis-à-vis des Chinois en disant que maintenant il faudra une réciprocité et sur le commerce et sur, j'allais dire, un minimum de caractère équilibré des investissements. Donc c'est positif aussi parce qu'il y a un autre message qui est envoyé aux États-Unis là, sur le multilatéralisme et sur la protection de l'environnement et la mise en œuvre de l'accord de Paris sur la lutte contre le réchauffement climatique. En revanche, les deux questions que ça pose, c'est est-ce que c'est bien toute l'Europe? Et ça, on le verra le 9 avril avec le sommet où il y aura toute l'Europe en face de la Chine. Et l'autre question, c'est que maintenant qu'on a parlé, il faut délivrer. Donc le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'on a un retour des empires, l'empire chinois avec la technologie et la dette, l'empire russe avec la force armée, l'empire américain avec le droit, les menaces sur la sécurité et la guerre commerciale. Donc l'Europe maintenant va devoir se positionner
face à ces empires. Et on voit qu'il y a une prise de conscience, mais il va falloir passer des mots aux actes. Oui, vous l'avez dit, il y a eu des messages forts. Effectivement, Angela Merkel qui demande plus de réciprocité, c'est effectivement le mot qu'elle a utilisé. Emmanuel Macron, lui, nous dit « Nous attendons de nos grands partenaires qu'ils respectent l'unité de l'Union européenne ». Donc il y a eu des messages très clairs envoyés à la Chine. Est-ce que vous y voyez une forme de courage et la fin de cette naïveté européenne dont on parle beaucoup ces derniers jours face à la Chine? Alors je crois que la fin de la naïveté de l'Europe, elle a déjà eu lieu à la suite d'un certain nombre d'événements qui lui étaient extérieurs. Elle a eu lieu face aux États-Unis, avec les menaces de Donald Trump de sanctions commerciales, sur l'Europe, d'ailleurs en partie réalisées, mais par exemple les menaces sur l'automobile allemande. Elle a eu lieu aussi, par exemple, pour l'Allemagne, avec la Chine qui a pris le contrôle de KUKA, qui était une pépite technologique spécialisée dans les robots industriels. Donc notamment l'Allemagne a énormément changé. Et puis par exemple, en matière de sécurité, il y a la pression exercée par la Russie qui fait que la prise de conscience, clairement, s'est faite. Donc le temps de la naïveté est terminé. Le problème, c'est de savoir si le temps de l'action va s'ouvrir. Comment faut-il les voir, ces pays qui semblent faire cavalier seul? On pense effectivement à l'Italie, qui était évoquée dans le sujet de Béatrice Finzan à l'instant, ou l'Europe orientale, qui semble nouer des liens privilégiés avec la Chine, aussi parce qu'ils sont probablement très séduits par les milliards chinois. Est-ce qu'il faut les en blâmer? Est-ce que ce sont des divisions européennes, structurelles, et est-ce qu'il faut les blâmer de cela, alors qu'a priori, ce sont des pays qui sont en difficulté aussi? Exactement. Donc je pense que les Chinois ont aussi profité d'un certain nombre de faiblesses des pays, mais aussi de leur vulnérabilité ou de positions très difficiles dans lesquelles on les avait placés. Quand on prend la Grèce, quand on n'a plus du tout de financement, ni par les marchés, des contraintes très fortes venant de l'Europe, et qu'on a quelqu'un qui est prêt à vous financer pratiquement sans condition, évidemment, il y a une véritable tentation. Donc la question que pose la Chine, comme d'ailleurs la question que posent les États-Unis, c'est qu'ils ont pointé un certain nombre de vulnérabilités, mais il faut que l'Europe apporte des réponses. Et cette réponse, elle ne peut pas être uniquement en termes de, j'allais dire, de discipline. Évidemment, les peuples d'Europe du Sud doivent pouvoir se moderniser. Ils doivent pouvoir accéder aux technologies numériques qui sont décisives pour le XXIe siècle. Ils doivent pouvoir se convertir à la transition écologique. Et tout ça, on sait que c'est dévoreur de capitaux. Donc il va bien falloir que l'Europe, évidemment, ait à la fois le principe de responsabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas financer des pays à fonds perdus, mais aussi un principe de solidarité et par ailleurs un principe d'activation d'un certain nombre des dépenses d'infrastructures. Si on prend par exemple l'Allemagne, son modèle a très bien réussi, fondé sur l'industrie, sur l'exportation. Mais c'est vrai que l'Allemagne, clairement, est un pays qui sous-investit, en partie d'ailleurs, parce qu'il a une structure démographique qui est très vieillissante. Donc l'Europe ne pourra se positionner dans le XXIe siècle que si, d'un point de vue politique, elle sait bâtir une souveraineté. Donc si ce grand marché est adossé à une souveraineté politique et juridique, mais aussi si elle se met en position d'investir. Et de ne pas être simplement un grand marché qui consomme, mais aussi un grand pôle économique qui produit. Vous diriez que Pékin se joue de ces divisions, comme d'autres grandes puissances dans le monde, d'ailleurs de ces divisions européennes, et notamment peut-être avec une stratégie politique de fond, un projet d'influence? Le projet d'influence, il est au-delà de l'Europe, puisque c'est la grande différence entre Xi Jinping et la période précédente, c'est-à-dire que dans les 4 modernisations de Deng Xiaoping à partir de 1979, il y avait l'idée qu'on modernisait, mais sur une base de très grande prudence. Depuis le 19e congrès du Parti communiste chinois, Xi Jinping, et c'est d'une certaine manière ce qui a aussi amené la réaction des États-Unis, a officialisé le fait que maintenant la Chine à visage découvert voulait se positionner pour prendre le leadership du monde à l'horizon de 2049, c'est-à-dire 100 ans après l'arrivée au pouvoir du Parti communiste en Chine. Donc la Chine a changé, mais la Chine, elle est opportuniste. Au départ, elle avait plutôt regardé l'Europe parce que c'était un grand marché. Ensuite, elle a vu qu'en réalité, il y avait des faiblesses. Que l'Europe politiquement n'existait pas. Et qu'à l'inverse, quand un certain nombre de pays ont été en difficulté, mais que c'était une occasion exceptionnelle d'essayer de prendre des positions. Parce que c'est vrai que d'un côté, il y a les marchés, et de l'autre côté, il y a ce fameux projet des routes de la soie. Donc c'est 1000 milliards de dollars, plus de 100 pays concernés, et c'est une vraie stratégie de prise de contrôle à la fois d'infrastructures essentielles de la mondialisation et de prise de contrôle d'entreprises, d'actifs et de pays par la dépendance à la dette. Quand on prend par exemple des pays comme le Sri Lanka,
ils sont maintenant complètement dépendants de la Chine. La Malaisie, par exemple, était aussi en voie de grande dépendance et le nouveau Premier ministre malais, du coup, a souhaité protester. Donc on voit aussi dans un certain nombre de pays d'Afrique que ce projet, qui est quand même un projet de prédation et de mise sous tutelle financière d'un certain nombre de pays ou d'entreprises, appelle aujourd'hui un certain nombre de réactions. Mais donc la Chine, évidemment, joue son jeu. Et il joue son jeu comme une force, comme un pays qui considère que, de fait, ce qui est la réalité, elle est aujourd'hui la puissance qui monte. Je rappelle qu'au milieu des années 70, le revenu par tête en Chine, c'était un peu plus de 500 $ par tête. Aujourd'hui, c'est 18 000 $ par tête, sur 1,3 milliard d'habitants. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du capitalisme. Donc évidemment, le contre-choc sur nos sociétés à nous est très important, mais derrière, on a de fait une vraie stratégie aujourd'hui, qui est une stratégie impériale, avec monopole de pouvoir du Parti communiste, contrôle de la population à travers le numérique, à la fois l'annexion de la mer de Chine, et puis projection de la puissance chinoise à travers les routes de la soie. Donc c'est un vrai projet, et donc, mais à nous, Européens, face à ces empires... De faire contrepoids. Et surtout, d'avoir un vrai projet. Et je pense que le projet de l'Europe, c'est un projet qui est un projet d'une liberté politique pluraliste, ouvert, et d'un modèle qui soit à la fois efficace, mais aussi solidaire. Il y a des valeurs européennes à défendre dans le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup Nicolas Bavrez pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes économiste, essayiste et je rappelle le titre de votre dernier livre, Violence et passion. Merci beaucoup. EVPL continue avec le match des idées. Il va opposer dans un instant Agnès Verdier-Molinier à Éric Heyer. On va revenir sur ce rapport commandé par Gérald Darmanin autour du temps de travail réel des fonctionnaires et publié par nos confrères du Figaro. Il révèle que plus de 300 000 agents ne font pas leurs 35 heures par semaine. Le ministre veut y mettre un terme. Il se garde bien de les stigmatiser dans ses propos, mais n'est-ce pas déjà trop tard? On va se poser la question avec nos invités, juste après les explications de Flora Sauvage. 3 fonctionnaires sur 10 travailleraient moins que le seuil légal de 35 heures par semaine, selon un rapport de l'Inspection générale des finances. Un chiffre à nuancer puisque cette étude porte sur 1,1 million de fonctionnaires. Sont exclus du panel les professeurs, les magistrats, les militaires et les gendarmes. Parmi les irrégularités pointées du doigt dans le rapport, le statut des agents des collectivités locales. Ainsi, certains agents bénéficient des mêmes avantages que leurs collègues soumis à un travail pénible. Autre particularité, les jours de fractionnement. Dans l'éducation nationale, poser 5 jours de congé entre le 1er novembre et le 30 avril donne droit à 1 jour supplémentaire. Supprimer cet avantage permettrait d'économiser plus de 18 000 postes. Enfin, à l'image des jours offerts par le patron, il existe des jours ministres. Si au ministère de l'Intérieur, 2 jours sont offerts, aux affaires sociales et à la culture, c'est 1 semaine de congés supplémentaires par an. Ce rapport tombe à pic alors que le gouvernement va présenter mercredi en Conseil des ministres le projet de loi de transformation de la fonction publique. Dans son programme présidentiel, Emmanuel Macron avait annoncé vouloir supprimer 120 000 postes de fonctionnaires durant son quinquennat. Et avec nous pour le match des idées ce soir, Éric Heyer, bonsoir, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, enseignant à Sciences Po Paris, membre du Haut Conseil des finances publiques et co-auteur de ce livre Une autre voie est possible. Agnès Verdier-Molinier, bonsoir et bienvenue à vous également, directrice de la Fondation IFRAP et auteur de En marche vers l'immobilisme. Agnès Verdier-Molinier, 310 000 fonctionnaires travailleraient moins de 35 heures par semaine, dont 190 000 sans raison particulière. Vous êtes surprise ou pas surprise ? Pas tellement. Bon, on le savait pour les collectivités locales depuis assez longtemps. Nous, à la Fondation IFRAP, on avait beaucoup travaillé sur le temps de travail dans les collectivités. On s'était rendu compte que c'était des accords antérieurs aux 35 heures qui prévalaient dans beaucoup de collectivités alors qu'ils étaient censés appliquer les fameuses 1607 heures qui sont en fait les 35 heures annualisées sur l'année. Alors là, dans la fonction publique d'État, c'était moins clair. Maintenant, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup d'agents qui travaillent moins que 35 heures et qui sont quand même payés pour effectuer ces 35 heures. Donc ça nous fait perdre en fait du point de vue des dépenses publiques, mais surtout des citoyens. C'est-à-dire pour nos services publics, eh bien, on paye l'équivalent pour l'État de 30 000 postes qui en fait ne sont pas travaillés en face. C'est quand même pas rien, c'est quand même une économie potentielle si on l'extrapole autour d'1 milliard d'euros. C'est sûr que c'est pas exactement ce qu'avait promis Emmanuel Macron, les 120 000 postes, mais déjà ça permettrait de réaliser une partie de la promesse présidentielle, sachant qu'évidemment, il ne suffit pas d'augmenter le temps de travail des agents en question
pour pouvoir faire ces économies, il faut non seulement augmenter le temps de travail de ces agents, mais encore, en face, ne pas remplacer les départs à la retraite pour 30 000 postes. Donc, ça demande une stratégie gouvernementale que pour l'instant, on n'a pas. Éric Heyer, comment vous voyez ces chiffres? Comment on en est arrivé là? Est-ce qu'ils vous paraissent surprenants? Est-ce que vous les validez? Moi, je le regarde avec beaucoup de prudence. Ouais. Pourquoi? Parce que mesurer le temps de travail individuel, c'est quasiment chose impossible. D'ailleurs, la DARES, qui est en charge de le faire pour le privé, mais pour le public, commence toujours avec cette phrase-là. Attention, la mesure de la durée individuelle est un concept extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'on peut travailler de chez soi, parce que c'est difficile. Parce qu'on n'a pas de pointeuse, vous voyez, donc c'est des dires, c'est une enquête emploi, c'est-à-dire une enquête et on vous questionne, vous, salariés, sur votre temps de travail. Donc, vous voyez, il n'y a rien de très précis là-dedans. Et donc, il faut être extrêmement prudent lorsqu'on parle de temps de travail et lorsqu'on fait des comparaisons internationales. Alors, donc, du coup, rentrer dans la fonction publique, alors là, c'est que l'État, et montrer qu'il y en a certains qui ne sont pas aux 35 heures, et donc, vous voyez, c'est eux qui seraient en fait finalement un mal absolu, c'est-à-dire que c'est par eux qu'on préfère des économies. Je dirais, attention, il faut tout mettre à plat. Peut-être qu'effectivement, on leur a réduit le temps de travail pour une raison bien particulière. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Vous voyez, c'est sûr que si on leur demande de travailler plus sans augmenter les salaires, ils vont pas être d'accord. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas essayer de mettre les fonctionnaires contre les salariés du privé. Oui, il y a une forme de stigmatisation. Il y a un petit peu ça tout de même. Vous voyez, l'idée quand même que le fonctionnaire est un peu un feignant et qui gagne beaucoup d'argent, et je le dis bien volontiers parce que je ne suis pas fonctionnaire, c'est une idée qui a du mal à passer lorsque vous regardez cliniquement les faits. Il y a des avantages, mais des inconvénients à être fonctionnaire. Je pense qu'il faut tout remettre à plat, mais il ne faut pas enlever que les avantages aux fonctionnaires. Il faut aussi être un peu plus modeste dans cette comparaison. Parce qu'évidemment, cette étude a été commandée pour savoir où faire des économies, et vous l'avez déjà un peu dit, je vais être un tout petit peu plus précise sur les chiffres. Le rapport de l'Inspection générale des finances est lui-même très précis. Si on supprime les jours de fractionnement, l'État économiserait 29,4 millions d'heures, l'équivalent de 18 300 postes. Si on revoit le régime des repos compensateurs des policiers et des CRS, l'État économiserait 2800 postes. J'ajoute cette phrase de Gérald Darmanin sur RTL au sujet des 190 000 agents qui ne font pas ces 35 heures sans justification. S'ils faisaient 35 heures, ce serait l'équivalent de 30 000 fonctionnaires de plus. C'est vrai qu'il y a une forme de stigmatisation et presque une vision très comptable des choses, Agnès Verdier-Molinier. Alors là, la question, c'est qu'est-ce qu'on paye pour qu'est-ce qu'on a comme service en face, finalement, parce que ça a beau être comptable, quand vous travaillez, vous êtes payé pour le nombre d'heures que vous réalisez, en règle générale. Et qu'est-ce que vous répondez au doute d'Éric Heyer sur cette étude, après tout, qui fait sur du déclaratif? Par exemple, que la question du fractionnement, on est clairement sur une réelle évaluation. Et le système de fractionnement qui fait que vous avez un jour supplémentaire quand vous prenez 5 jours de congé entre novembre et avril, eh bien, ça, c'est objectif. C'est objectif. Vous ne pouvez pas dire, ah ben non, ça n'existe pas. Ça existe. Le système de fractionnement où les agents qui travaillent dans le secondaire et qui ne peuvent pas choisir leurs vacances ont 2 jours de congé en plus, ça existe aussi. Donc là, on est sur l'équivalent de 18 300 postes. 18 300 postes, c'est à peu près 700 millions d'euros d'économie. Si jamais on le supprimait tout simplement ces jours supplémentaires. Les jours ministres, comme les jours du maire, il n'y a aucune justification à avoir. Et là, en réalité, ce n'est pas des questions de est-ce que cet agent a 2 jours du maire ou celui-là, il a 1 jour du maire. Ça se passe par ministère ou par collectivité. On le sait très bien. Ce sont des accords qui sont en fait passés avec les syndicats. Donc on ne peut pas dire ce n'est pas évaluable, etc. C'est totalement évaluable. Ce sont des accords qui sont, j'allais dire, gravés dans le marbre. Justement, c'est un accord. Il y avait un équilibre, sans doute. Je ne sais pas précisément, mais sans doute si on leur a donné un jour, c'est qu'en contrepartie, on leur a demandé quelque chose. Et donc leur dire, on t'enlève ce jour, mais on garde la contrepartie, ce n'est pas juste. Et donc du coup, ce qu'il faut, c'est sortir de juste ce chiffre-là, d'essayer de voir dans la globalité pourquoi il y a ces jours de fractionnement. Ça se trouve dans le privé aussi. On essaye aujourd'hui de négocier la durée du travail dans le privé, entreprise par entreprise. C'est ce qui est le plus négocié. Pour une fois, l'État le fait aussi. C'est-à-dire qu'il y a des services où il négocie le temps de travail. C'est normal. Parce que le jour de fractionnement, c'est sans doute pour inciter les fonctionnaires à prendre plus tôt ces jours de vacances, parce que c'est intéressant qu'ils prennent ces jours de vacances. Donc,
en contrepartie, si on enlève ce jour de fractionnement, on leur dit, vous les prenez quand vous voulez, y compris quand ça ne nous intéresse pas. Mais donc, du coup, il va falloir que ça soit du donnant-donnant. J'aime pas beaucoup, moi, vous voyez que la DARES, quand même, essaye de le mesurer avec tout ça, et il ne trouve pas ce résultat-là. C'est pour ça que je ne suis pas en train de remettre en cause le rapport, mais tout de même, la DARES, qui a sorti il y a 15 jours l'évaluation sur le temps de travail, ne nous dit pas du tout ça. Il nous dit que un fonctionnaire travaille 1637 heures, c'est-à-dire travaille 30 heures de plus que la durée normale. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut prendre un peu plus de recul et arrêter avec les fonctionnaires sont des feignants, forcément. Non, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est il y a une base légale du temps de travail, c'est 1607 heures. Ces 1607 heures, en face de ce travail effectif, il y a une rémunération. La question, c'est pourquoi est-ce que les agents ne sont pas en réalité sur ce nombre d'heures réelles. Parce que sans doute le salaire n'a pas progressé comme il aurait dû l'être. Et il faudrait regarder si le SMIC est vérifié dans tous ces emplois-là. Et en réalité, quand on a par exemple la semaine Malraux de 1 semaine supplémentaire de congé au ministère de la Culture, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de véritable justification. Donc, c'est autant d'argent qui est dépensé par l'ensemble des concitoyens et on peut se poser ces questions. D'autant plus que nous, on parle de 1607 heures. Mais il ne faut pas partir du principe que c'est forcément plus faible. Et donc, il faudrait le faire partout, y compris dans le privé, pour voir si le privé le respecte. Et on sait très bien que dans le secteur privé, on travaille plus en moyenne en nombre d'heures annuelles pour un temps plein. Et quand on regarde... Mais les heures supplémentaires, Agnès, qui sont rémunérées, est-ce que les heures supplémentaires sont rémunérées dans le public? C'est ça qu'il faut faire. C'est normal que quand il y a 1700 heures... Quand on regarde le nombre d'heures travaillées dans les secteurs non marchands, donc dans le secteur public dans les autres pays, notamment en Allemagne, on est à 1807 heures, c'est 200 heures de plus. Donc on voit bien que chez nous, non seulement on a un temps de travail très faible, la source de ce chiffre de 1804 heures dans la fonction publique allemande. Il n'est pas effectif. Mais non, mais c'est la réalité des chiffres. Mais dans le privé, ils travaillent 1680 heures en Allemagne. Donc ça veut dire que les fonctionnaires allemands seraient tous à 43 heures. Arrêtez, Agnès. On peut se poser la question de pourquoi nous, avec autant d'agents qui travaillent moins que dans les autres pays, avec finalement un coût global de la masse salariale qui est beaucoup plus élevé. Et ça, Eric ne peut pas dire le contraire, parce qu'en part de richesse nationale, on est plus cher que les autres. On va avancer. 6,1 points de PIB, c'est comme... Non, c'est 6,1 points de PIB. On va avancer. Deuxième thème de ce match, heureusement qu'on en a prévu que de l'actu éco ce soir. Ce sont aussi ces nouveaux chiffres de l'INSEE. La France a enregistré un déficit public légèrement moins élevé que prévu en 2018, à 2,5% du produit intérieur brut au lieu de 2,6% promis par le gouvernement. Du coup, la dette publique se stabilise en pourcentage du PIB à 98,4%, soit le même niveau qu'en 2017. Bruno Le Maire s'en est évidemment très vite félicité sur Twitter ce matin. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, nous avons réussi à la fois à baisser les prélèvements obligatoires, les dépenses publiques, le déficit public et à stabiliser la dette publique. Ce sont les fruits du sérieux budgétaire et d'une politique économique qui fonctionne. Autre chiffre intéressant, l'INSEE confirme une croissance à 1,6% en 2018. Gérald Darmanin n'a pas boudé son plaisir, lui non plus. Ce matin, c'était sur RTL, on l'écoute. La politique économique du président de la République fonctionne et fonctionne bien. Lorsque j'ai été nommé ministre des Comptes publics, avec Bruno Le Maire, nous avons vu, la Cour des comptes l'a dit, que l'État avait un déficit de 3,4%. Désormais, nous avons un déficit de 2,5%, c'est-à-dire à peu près un point de moins. Le gouvernement, je crois, par sa politique fiscale, par sa politique économique, permet d'avoir des résultats. Alors Éric, une vraie bonne nouvelle et une vraie réussite à attribuer à la politique économique de ce gouvernement? Alors, moi, je dirais, au lieu d'une réussite, je dirais qu'ils sont dans les clous. C'est-à-dire, ils sont dans leur feuille de route. Ils ont dit qu'ils auraient un 6, un 7 de croissance, que le déficit serait effectivement à 2. Ce qui est déjà pas mal, hein. Donc, globalement, ce que nous dit l'INSEE ce matin, c'est que la feuille de route du gouvernement est complètement respectée. Ils baissent exactement là où ils ont dit de baisser. Après, est-ce que c'est une réussite? Là, après, je mettrai un peu des bémols, c'est-à-dire que si vous prenez comme objectif pas forcément la réduction de la dépense publique, mais la réduction du chômage, on peut dire que globalement, ils sont très loin d'avoir leurs chiffres en termes de réduction du chômage. Donc, certes, en termes de déficit, rien à dire. Ils font même mieux que prévu
en réduisant à la fois les prélèvements obligatoires et la dépense publique, donc tact, mais en termes de création d'emplois et de baisse du chômage, là, pour le coup, si on prend ça comme critère, on est un peu déçu. Donc la feuille de route est respectée. Bravo. En tout cas, pour ceux qui croyaient qu'ils n'arrivaient pas à la respecter. Agnès Verdier-Molinier, c'est un sujet qui vous est cher. Vous applaudissez, j'imagine. Sur ce sujet, on voit qu'ils nous disent être à 2,5, 2,54. C'est un peu mieux que ce qu'ils avaient prévu. Après, sur la dépense publique, il y a aussi une façon de regarder les chiffres qu'a le gouvernement qui n'est pas tout à fait celle qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire qu'ils nous disent qu'ils passent de 55 à 54,4 en pourcentage de la richesse nationale, mais en réalité, c'est hors crédit d'impôt. Si vous réintégrez les crédits d'impôt, on est toujours à 56% de dépenses publiques en 2018. Et d'ailleurs, ils font toujours très attention à dire toujours hors crédit d'impôt, mais quand vous les réintégrez, on est à 56%. Donc, on n'a pas une aussi grosse baisse. C'est-à-dire que, vous savez, quand on parle de dépenses publiques, on dit toujours 57%, 56%. C'est un peu le chiffre qu'on a tous en tête. Alors, quand le ministre intervient dans la matinale en disant on va être à 54,4, les Français ont l'impression qu'on a baissé de 57 à 54,4. C'est pas tout à fait aussi clair que ça. C'est avec un retraitement qui fait qu'on compte pas tout à fait tout. Et là, on est toujours autour de 56. Après, la dépense publique, rapidement, il nous reste peu de temps. Elle a augmenté d'une vingtaine de milliards entre 2017 et 2018. La question qui va se poser, c'est quand même le déficit de 2019. Et ça, quand on l'interroge, finalement, le ministre n'est pas très disert sur le sujet. Sur RTL ce matin, la question lui a été posée. Il n'a pas répondu sur le montant réel qu'on aura en prévision de déficit en 2019. C'est de l'ordre de 3 points de PIB qui est prévu en termes de déficit. Donc, même si ça s'améliore sur 2018, on voit bien qu'en 2019, ça va se creuser à nouveau. En quelques secondes, Éric. Non, mais parce que ça se creuse, mais ça on le sait, c'est parce que c'est le double compte du CICE, c'est pour ça qu'il faut compter le one-off. Et donc, hors ce double compte du CICE qui va disparaître après en 2020, il y aura une réduction du déficit. Et non, ensuite, il ne disparaîtra pas totalement. Il disparaîtra. En réalité, non, parce qu'il y a encore des... Et on n'a pas le temps de repartir. Il va disparaître, c'est 0,9 points de PIB qui vont disparaître. Et c'est normal qu'on enlève les crédits d'impôt, puisqu'un crédit d'impôt, c'est quand même une baisse de la fiscalité. De ce point de vue-là, c'est la dépense fiscale. Et donc, d'ailleurs, lorsqu'on le CICE va être transformé en baisse de cotisation, au moins comme ça Agnès sera contente. Et on voit qu'en valeur, les impôts continuent d'augmenter. Et on part de PIB, on va plus loin, ça stagne, ça baisse pas. Place à notre grand débat, #OVPL si vous souhaitez réagir sur Twitter. On va maintenant évoquer la campagne pour les européennes, mais cette fois on va faire un gros plan sur la France. On va revenir sur les listes présentées par les partis, en premier lieu sur celle de la majorité présidentielle menée par le tandem Nathalie Loiseau-Pascal Canfin. On y trouve aussi le jeune agriculteur Jérémy De Serle, une ancienne navigatrice, un ancien journaliste. Bref, il y en a pour tout le monde et c'est peut-être cela qui pose question. Européenne, le nouveau pari d'Emmanuel Macron, c'est le thème de notre débat ce soir. Voyons d'abord les réactions au Sénat avec Jonathan Dupriez et Adrien Develay. Approché plusieurs fois sans succès, l'écologiste Pascal Canfin rejoint officiellement la liste En Marche aux européennes. En deuxième place, derrière Nathalie Loiseau. Une bonne nouvelle pour André Gattolin, sénateur EELV, rallié au parti présidentiel. C'est quelqu'un qui est extrêmement compétent, son expérience, mais aussi sa jeunesse et sa connaissance du Parlement européen, d'ancien ministre, est quelque chose de très bien. Je trouve que ça fait un binôme de liste avec Nathalie Loiseau tout à fait complémentaire et très intéressant. Une belle prise pour LREM, mais une nouvelle défection qui mine les écologistes. Emmanuel Macron souhaite faire justement des prises, souhaite reverdir son image. Moi, ce que je trouve juste, c'est qu'on ne fait pas de la politique en faisant des prises, on fait de la politique avec des actes. À droite, légère embellie dans les sondages pour François-Xavier Bellamy. Sa liste est désormais créditée de 12% d'intention de vote. Au départ critiqué pour sa jeunesse et son inexpérience en politique, il redonne confiance à son camp à mesure qu'il bat la campagne. C'est la fraîcheur, c'est des idées claires, nettes et précises. Il les défend. Il s'investit pour effectivement le mandat auquel il postule. Bellamy fait sa campagne et il le fait visiblement assez bien, puisque de tous les territoires, et ici on est sensible au territoire, on n'a que de bons retours. La gauche aussi se lance dans la bataille. Pour la première fois ensemble en déplacement à Creil, Raphaël Glucksmann et Olivier Faure veulent croire à un mouvement de bascule. Mouvement difficile à cerner pour certains sénateurs PS. Quand je vois qu'on était liste uniquement socialiste, on a 5-6% et qu'avec Glucksmann, donc avec seulement 50% de socialistes, on est à 5-6%. Bon, là, je vois juste une perte de 50% d'élus socialistes. Donc je ne vois pas pour l'instant le gain pour le Parti socialiste. À 2 mois du scrutin européen, les principaux rôles semblent donc distribués. LREM et le Rassemblement national sont toujours au coude à coude dans les sondages.
Et avec nous pour le grand débat dont va plus loin ce soir, Nicolas Tenzer, bonsoir, bienvenue, bonsoir. Politologue, président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Corentin Le Fur, bonsoir, Bonsoir. et bienvenue à vous également, adjoint LR au maire d'Aubonne, c'est dans le Val d'Oise. Pierre Jacquemin, bonsoir, bienvenue, rédacteur en chef de la revue Regard, et nous attendons Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico. Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on jette un coup d'œil à cette liste La République En Marche qui a été dévoilée tout à l'heure en conférence de presse. Juste quelques noms, ce fameux duo de tête Nathalie Loiseau, Pascal Canfin, une jupéiste, un écologiste, ancien ministre de François Hollande, Marie-Pierre Védrenne, directrice de la Maison de l'Europe de Rennes et marcheuse de la Première Heure, Jérémy Deserle, président du syndicat des jeunes agriculteurs, il vient tout juste de démissionner, Catherine Chabot, ancienne navigatrice adhérente du MoDem, Bernard Guetta, ancien journaliste au Monde et à France Inter, Irène Tolleret, conseillère départementale de l'Hérault, spécialiste des questions agricoles, et il y en a d'autres évidemment. Corentin Le Fur, est-ce que vous diriez, comme Yannick Jadot, que c'est une liste fourre-tout ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette liste ? En tout cas, c'est une liste caractérisée par un fort panachage. On a le sentiment un peu d'une grande... Ça, c'est une manière douce de dire liste fourre-tout. Ah, bah écoutez, on peut être parfois un petit peu plus doux. Si on peut être moins doux, si vous y tenez, on est un peu face à une grande usine de recyclage quand même, qui se caractérise en 3 grandes catégories. Quelques écolos qu'on est allé un peu chercher à droite à gauche, à commencer par le numéro 2 de cette liste. Un grand paquet de divers gauches très divers. Et puis quelques agirs jupéistes, on va dire récompensés pour bons et loyaux services après la nomination du ministre de la Culture. Donc on a un petit peu, oui, effectivement, une tambouille. On n'a pas totalement compris quelle était la cohérence. Il y a d'ailleurs même des grosses contradictions. On a des écolos assez radicaux, et on a, vous l'avez dit vous-même, le président des jeunes agriculteurs, donc quand même très proche de la FNSEA avec le lobby que ça implique. Donc on a un petit peu de mal à comprendre quelle est la cohérence générale, le message voulu. Nicolas Tenzer, c'est vrai qu'il y a peut-être un problème de cohérence dans cette liste. Je pense qu'en fait, il y avait un choix. Vous savez, quand vous êtes une grande surface, par exemple, ou bien un magasin de vêtements, une enseigne de vêtements, ou bien un lessivier, vous avez le choix. C'est-à-dire que soit vous avez uniquement une enseigne, une marque, soit vous décidez d'avoir plusieurs marques. Alors Emmanuel Macron a fait son marché. Et il a fait effectivement le choix d'avoir une seule marque. Alors que pour une raison très simple, parce qu'il considérait qu'en regroupant dans une même liste des personnalités assez diverses, ça lui donnait le plus de chances possible de vaincre le Front National. Et, enfin, le Rassemblement National. Oui. Je pense que ça, c'était l'objectif. L'autre choix, c'eût été... Voilà. Et l'autre choix, c'eût été, effectivement, c'eût été de dire, voilà, on a une liste avec des marcheurs purs, on a une liste d'agir, et puis on a des sympathisants écologistes, mais qui sont avec nous. C'est une liste avec, enfin, 3 listes de la majorité, regroupées avec une sorte de pacte, d'alliance au Parlement européen. Et là, on ratissait plus large. Globalement, on pouvait avoir beaucoup plus d'élus. En revanche, en termes symboliques, évidemment, c'était beaucoup moins fort, puisque les chances, disons, de remporter les élections par rapport au Rassemblement national étaient plus faibles. Donc voilà, il y avait 2 choix, avec, encore une fois, dans les 2 cas, des avantages et des inconvénients. Pierre Jacquemin, l'idée, c'est finalement aussi de séduire tout le monde. Tout le monde en a pour son compte, finalement, dans cette liste. Emmanuel Macron ne retient pas les leçons, visiblement. Il sait prendre le temps pour faire un casting qui peut ressembler à effectivement à la démonstration que je suis de droite et de gauche, ou ni de droite ni de gauche, mais quand même, il ne peut pas s'empêcher d'avoir un symbole. Le symbole, c'est la tête de liste, c'est Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau a un parcours qui est un parcours de technocrate, qui n'est pas un parcours de militante politique. Et ça dit aussi beaucoup de l'absence de vision et de l'absence d'envie de faire de la politique à l'échelle européenne. Nathalie Loiseau a un parcours, je vous le disais, c'est certes une européenne convaincue. Elle a un peu le profil d'une Fontaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette femme politique qui a fait tout le parcours européen et qui n'est pas là pour imposer une vision de ce que doit être l'Europe. L'Europe, il faut quand même ne pas oublier une chose. L'Europe n'est pas une puissance économique. L'Europe n'est pas une puissance diplomatique. Elle a probablement une vision, c'est la vision d'Emmanuel Macron. Non, la vision d'Emmanuel Macron, on l'a vu dans sa tribune d'ailleurs, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'ambition politique de créer une Europe sociale, de créer une Europe qui soit une Europe forte de manière économique à l'échelle européenne. On l'a vu avec le passage de Xi Jinping en Europe. On voit bien qui est donné, c'est la technocratie et le fédéralisme. Oui, c'est la technocratie avant tout. Et puis par ailleurs, juste pour finir sur justement la composition de cette liste, c'est quand même une liste qui est quand même très peu diverse. On voit quand même que ce sont des profils qui quand même se ressemblent assez finalement.
plutôt jeunes, certes, des blancs, beaucoup, des hautes professions. On est dans une crise sociale où il y a un signal fort qui a été envoyé par les Gilets jaunes, qui est de dire représentez-nous, ou alors non, justement, ne nous représentez pas, mais faisons en sorte que ceux qui nous représentent à l'échelle européenne nous ressemblent. Ils ne ressemblent pas à la population française aujourd'hui, en tout cas ceux qui sont en position éligible ne ressemblent pas à la population française. Jean-Sébastien Ferjou arrive tout juste pour nous donner son avis sur cette liste La République En Marche, où on disait, Yannick Jadot parlait de liste fourre-tout, Corentin Le Fur parlait de grand panachage. Quel est votre avis ? Puis de recyclage. Puis de recyclage. Il y a toujours deux manières de regarder la réalité, effectivement. Non, mais la politique, ça peut être deux choses. Mais je pense qu'il y a un mélange des deux. C'est pour ça que je vous donne quand même les deux. La politique, c'est aussi de faire vivre ensemble des gens qui, a priori, pouvaient avoir des divergences. Et c'est clairement le cas avec Pascal Canfin, qui s'était montré assez critique sur la politique environnementale du gouvernement, notamment au moment du départ. Les médias se sont chargés de ressortir les archives. De monsieur Hulot. Oui, mais moi, à l'inverse, je trouve que ça a un côté un peu facile parfois, parce que précisément, la démocratie, c'est aussi de savoir construire des solutions politiques et de rassembler des gens qui, avant, ne s'entendaient pas. Maintenant, il y a aussi une dimension un peu cynique et parfois trop d'habileté peut tuer l'habileté. Comme le reste de la liste est effectivement assez peu divers d'un point de vue politique, en tout cas, à la limite, on s'en fiche un peu des noms qu'il y a sur la liste. C'est surtout qu'est-ce que cette liste incarne. Et c'est là où, effectivement, ça n'incarne rien de très différent de ce que le gouvernement a déjà dit et surtout de ce qu'on a entendu Mme Loiseau commencer à exposer, qui est toujours la rhétorique des progressistes contre les nationalistes. Et je doute que ça, ce soit une solution pour l'Europe. Alors tout de même, restons un peu sur ces noms qui ont créé des remous, pour ne pas dire un choc. C'est le cas de Pascal Canfin. Quelques commentaires en vrac autour de son apparition sur cette liste. Celle de David Cormand, le patron d'Europe Écologie Les Verts sur France Info. Il dénonce, je cite, une capitulation en rase campagne. Il va donner une caution écolo à La République En Marche. Alain Bougrain-Dubourg, c'est un choc parce que je le croyais enraciné dans le mouvement associatif depuis longtemps. C'est un pari ambigu pour lui. Très honnêtement, je me sens mieux à ma place qu'à la sienne. Incompréhension totale également chez Olivier Faure. Ce matin sur France 2, Yannick Jadot sur France Inter. Écoutez. Je ne sais pas s'ils sont en marche, mais je sais que s'ils marchent, ils marchent toujours dans le sens du vent, ceux qui les rejoignent. Parce que comment comprendre que Pascal Canfin, qui a quitté le gouvernement de François Hollande, parce qu'il était trop à droite de son point de vue, rejoigne aujourd'hui La République En Marche, qui est plus à droite encore. J'avoue que je ne comprends pas. Ça m'attriste. Il y a quelques mois, il était sur votre antenne, en train de dire à quel point il ne pouvait pas rejoindre le gouvernement d'Emmanuel Macron parce qu'il renonçait sur les grands dossiers de l'écologie, le climat, les pesticides, la pollution de l'air. Et là, il rejoint une liste qui va être effectivement une liste en même temps. Vous allez avoir Pascal Canfin, qui, je crois, est toujours contre les pesticides et le glyphosate. Et puis en numéro 4, le représentant des agriculteurs qui est pour le glyphosate et pour les pesticides. Moi, quand j'entends toutes ces réactions, je me pose une question. Est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de poursuivre cette stratégie qu'on lui connaît maintenant depuis presque 2 ans d'atomisation des oppositions ? Pierre Jacquemin. En tout cas, il a réussi, c'est sûr, de faire exploser le champ politique. Et sans doute, il est encore en train de le faire. Sans doute, il continue. Après, quand je disais tout à l'heure qu'il avait assez bien réussi sans lui, d'ailleurs. Mais... Quand il a fait le choix de prendre Nicolas Hulot dans son gouvernement pour verdir son action politique, il en a fait la démonstration qu'il n'a pas été capable. Bon, il y a eu une sortie de route, pas une sortie de route, mais une sortie du gouvernement de M. Hulot, qui a fait la démonstration qu'il n'y avait pas de politique écologique compatible avec la politique de ce gouvernement. C'est vrai que Canfin, c'est assez inexplicable, si ce n'est par la question opportuniste. Qu'enfin, il est utile, il a été utile à la société civile sur la question écologique. On a besoin d'un mouvement social, un mouvement civique, civil, fort dans la société pour que c'est seulement une prise de guerre. Ça ressemble à une prise de guerre, mais pour faire quoi? Encore une fois, il vient de le dire, Yannick Jadot l'a dit très bien, et il y a un moment donné, on ne peut pas être numéro 2, quasiment tête de liste d'une liste qui est celle de cette majorité, avec des revendications fortes contre le glyphosate, contre les pesticides, contre les traités de libre-échange, et se retrouver avec un numéro 4 qui aujourd'hui revendique tout le contraire. Donc ça montre aussi ce que je disais tout à l'heure, l'absence de cohérence politique et juste l'effet d'optique, l'effet d'illusion, l'effet de communication sur une liste qui est très belle, qui montre qu'il y a une diversité politique, parce qu'il y a des jupéistes, parce qu'il y a des écolos, parce qu'il y a des gens possiblement qui viennent de la gauche, du Modem, voilà. Mais derrière, il n'y a pas, c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de vision politique, il y a une vision technocratique, puisque c'est elle qui l'incarne, c'est la tête de liste, et c'est l'ancienne ministre Nathalie Loiseau. Nicolas Tenzer. Je pense qu'il y a d'abord deux choses à dire. Premièrement, si on considère le parti écologiste, en fait, justement, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'en fait, les écologistes sont profondément divisés entre, effectivement, des
des gens qui sont chez Jadot, des gens comme Canfin, des gens qui vont rejoindre d'ailleurs la liste PS Glucksmann. Donc, et de toute manière, il y a toujours eu une multitude de partis écologistes, certains plus à gauche, d'autres plus à droite, certains plus, disons, réalistes. Parce qu'aucun parti n'a le monopole de l'écologie. On n'a absolument rien qui soit comparable au Vert, qui est quand même un pilier, je dirais, en Allemagne, qui est un pilier aussi, le groupe Vert, du Parlement européen, même s'il est loin d'être majoritaire, bien sûr. Donc on n'a rien de tout cela. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, en ce qui concerne Pascal Canfin a déjà été parlementaire européen et il a, au Parlement européen, quand même bataillé pour un certain nombre de progrès de l'écologie. Ça a été un excellent ministre, y compris d'ailleurs reconnu par des gens de droite, de la coopération et du développement, vraiment un des meilleurs ministres depuis une vingtaine d'années. Et il a effectivement démissionné, et je pense que c'est sa démission qui n'a pas été tellement comprise à l'époque de François Hollande, parce que justement c'était un des poids lourds du gouvernement. On peut penser que Canfin étant assez indépendant, au Parlement européen, parce qu'il ne faut pas uniquement raisonner à partir des lauréates, voilà, des prismes effectivement de la politique nationale, au Parlement européen, Pascal Canfin sera certainement un avocat de la cause écologique très fort et je ne crois pas qu'il obéisse nécessairement à disons, il sera obligé parfois de mettre de l'eau dans son vin, très probablement. On verra. Encore une fois, je crois que c'est un homme libre et qu'il aura vraiment sa présence aussi. Et c'est ça qui est très important. Par rapport à la volonté que vous évoquiez d'aller atomiser les oppositions, en tout cas en particulier à l'échelle française, le Parti socialiste, les Républicains, et à l'échelle du Parlement européen, le groupe des sociodémocrates et le PPE, effectivement, la volonté a toujours été la même, à défaut d'avoir une ligne politique cohérente. Sauf que, même si vous jugerez sans doute que je ne suis pas objectif sur ce point, le problème essentiel qu'a Emmanuel Macron, c'est que du côté des Républicains, l'opération ne marche pas, puisque le casting qui a été fait et qui a été proposé, en particulier la personnalité de François-Xavier Bellamy, indépendamment et attendez, ça grimpe un peu, mais oui, mais c'est la seule structure politique qui, à l'échelle française, progresse de manière, certes, peut-être encore timide, mais c'est la seule structure qui progresse et qui est capable, au-delà des scores ou des sondages, d'évoquer une vision, d'expliquer une vision. On peut toujours attaquer, on peut toujours critiquer, mais aujourd'hui, quand on écoute les différents débats, le parti Les Républicains pose un véritable problème à Emmanuel Macron parce que nous sommes en mesure de donner une vision. C'est pour ça qu'il essaye d'aller siphonner les voix. Et j'allais vous le dire, on voit bien que les attaques de Madame Loiseau ont été quand même massivement orientées vers les Républicains, où une de ses premières interviews était quand même très claire sur les orientations. Et cela explique aussi cet enrobage qui était évoqué, cet enrobage totalement caricatural et manichéen des progressistes contre les nationalistes, où grosso modo, on veut nous refaire le coup du moi ou le chaos. On a vu qu'en réalité, on a eu les deux, M. Macron et le chaos. Et on veut essayer de reprendre les gens pour des imbéciles au moment des élections européennes, parce qu'on sait très bien qu'en caricaturant ce clivage, on affaiblit, entre guillemets, la droite traditionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Sébastien Ferjou ? Je pense que le choix de Laurent Wauquiez se révèle plus habile, effectivement, que beaucoup de commentateurs l'ont vu. Après, pour une raison assez simple, et que je crois avoir soulevé ici même au tout début, quand justement tout le monde pensait que c'était une liste qui avait, enfin, un choix qui avait vocation à aller dans le mur, en jouant sur les différentiels de mobilisation, c'est habile. C'est-à-dire que François-Xavier Bellamy est susceptible de mobiliser un électorat qui se déplace plus que d'autres dans les urnes. Donc, dans un contexte d'abstention très élevé, puisque là, on est quand même sur des taux d'abstention, enfin, des prévisions d'abstention à 60%, c'est habile. Il en irait totalement différemment si c'était une présidentielle. C'est-à-dire que ça serait difficile de construire là-dessus parce qu'il y aurait un plafond de verre, étant donné que même si François-Xavier Bellamy peut faire venir un électorat qui se mobilise plus, cet électorat ne monte pas jusqu'au ciel et en tout cas ne permettrait certainement pas de dépasser 50% dans une présidentielle. Maintenant, effectivement, on voit que les Républicains ont repris un petit peu le chemin des idées. Je ne suis pas encore certain que dans le grand public au sens large, cette idée-là soit totalement installée. Et juste un mot sur l'idée de la stratégie éventuelle d'Emmanuel Macron de fracturer les oppositions et là d'aller siphonner les voix des Verts, par exemple ? Oui, mais à l'arrivée, tout ça ressemble quand même beaucoup à du casting, et tout ça ressemble beaucoup à des habiletés et assez peu à de la politique. C'est-à-dire qu'on est censé vivre dans un nouveau monde, on voit quand même essentiellement des ficelles d'un ancien monde. Et c'est ce que je vous disais, la prestation de Madame Loiseau face à Madame Le Pen sur France Télévisions il y a 2 semaines était assez révélatrice de ce point de vue-là. Et n'oubliez pas sur la question de la droite que 2 tiers des électeurs républicains à la fin de l'émission se disaient convaincus par Madame Le Pen, alors même que Madame Le Pen venait de vivre un moment qui n'était pas si éloigné que
ça, c'est une espèce de rechute de son débat d'entre-deux tours. Et pour autant, ce que tout le monde a retenu le lendemain, c'était que Mme Loiseau avait de la difficulté à prendre son envol. Donc ça montre les limites de choix technocratiques, ça montre les limites. Moi, surtout, je crois que ce qui est dommage dans ce qu'on voit à l'heure actuelle, mais pas seulement chez En Marche, mais beaucoup chez En Marche malgré tout, c'est qu'il y a un renoncement à aller chercher les gens qui ne sont plus dans la politique. C'est-à-dire que là, on voit au-delà de la stratégie d'atomiser les oppositions, moi, ce que je vois surtout, c'est une stratégie sociologique, une stratégie visant à bétonner un bloc sociologique en renonçant totalement à aller chercher les gens qui sont dans l'abstention. Mais il y a des limites dans cette stratégie-là, parce que l'abstention, avant, c'était des gens qui étaient juste en retrait, qui disaient « vous nous énervez avec vos histoires, on ne croit plus à votre efficacité, on vit notre vie dans notre coin ». Là, l'abstention, elle est en train de prendre une autre tournure. C'est-à-dire que vous avez des gens dans l'abstention, mais qui sont dans une espèce de colère et d'exaspération vis-à-vis du système. Et ne pas traiter ce mal-là politiquement, je trouve ça extrêmement dangereux, et toute l'habileté qu'il peut y avoir, parce que Emmanuel Macron peut estimer que sa liste arrivera ou que la liste de La République En Marche arrivera en tête le soir des élections européennes, mais n'oublions pas qu'en l'état, 22% à 60% d'abstention, ça fait 8% du corps électoral. On reprochera toujours cette même... Oui, mais cela dit, effectivement, ça c'est quand même traditionnel pour les élections européennes, où malheureusement l'abstention est toujours forte, et ça ne va pas changer. Je pense que l'un des vrais sujets, si on prend la comparaison avec les élections européennes de 2014, est de savoir combien fera la liste du Rassemblement national. Il ne faut pas oublier qu'en 2014, c'était 24,91%. Donc c'était quasiment 25%. Et on peut penser, ou espérer plus exactement, que Mme Le Pen, cette fois-ci, fera quand même un score nettement inférieur. Ça voudra dire une défaite du Front National. Il ne faut pas oublier aussi que la liste de l'UMP à l'époque, c'était 20,81%. C'était quand même ça. Le PS était à 13,80. Non mais d'accord, mais une défaite du Front National, ça ne va pas changer l'Europe de demain. C'est un projet politique absurde, c'est un projet politique orphelin. C'est vraiment n'avoir rien à dire sur le réel que d'avoir pour seul projet vaincre le Front National qui est une menace, c'est un monstre, un tigre de papier. Je suis d'accord il y a un point totalement absurde. Il y a un point sur lequel nous sommes totalement d'accord, c'est qu'effectivement l'abstention est en soi le vrai problème pour des élections sur l'Europe. Parce que pour toutes les élections de manière générale. Voilà, mais enfin, encore une fois, sur les questions européennes, c'est particulièrement fort. Le vrai sujet, et ça c'est un sujet sur le fonctionnement du Parlement européen, c'est est-ce que nous allons avoir des groupes, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, qu'ils soient en marche, qui vont peser au sein du Parlement européen. Aujourd'hui, avec une majorité d'élus du Front National qui sont au Parlement, enfin, du côté français, c'est comme le plus grand groupe français, la plus grande représentation française au Parlement européen. Ce sont des voix perdues pour l'Europe. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. Est-ce qu'on va avoir des gens de tous les partis qui vont vraiment tenir leur place, qui vont être présents dans les commissions, présents dans les groupes de travail et qui vont faire cesser l'abstentéisme qui est quand même... Je voudrais qu'on s'arrête sur les têtes des listes. Le principal parti reste le PPE. Des autres partis, justement. Parlons de ces autres partis. En 2017, lors des législatives, c'est La République En Marche qui semblait impulser le renouvellement dans la classe politique. En 2019, ce sont les autres partis qui optent pour le renouvellement. Si vous ne les connaissez pas encore, ces têtes de liste, je vous rassure, c'est tout à fait normal. Je vais vous en présenter quelques-uns et leur vision de l'Europe. Écoutez. L'Europe, telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle est régulée dans ces traités, organise la compétition plutôt que la coopération, alors qu'elle nous avait vendu la coopération. L'Europe, c'est l'histoire de ma vie, c'est la cause de ma vie. Moi, je pense qu'on ne s'en sortira pas sans remodeler, refonder la légitimité de l'Union européenne. Je pense que l'Europe, c'est la solution à nos problèmes, justement. C'est parce que je suis né avec cette Europe du chômage de masse, de l'impuissance collective, du terrorisme et de l'immigration clandestine à l'Europe, que j'y suis opposé. Il n'y a pas un peuple européen et par conséquent, il n'y a pas d'État européen. Il y a une civilisation européenne magnifique et le beau modèle que l'Europe doit inventer, c'est ce modèle d'une alliance de démocratie. Voilà pour quelques candidats. Certains parlent du bal des grands inconnus. À une autre époque, les têtes de liste européennes, c'était des responsables politiques qui avaient une notoriété, une expérience d'un autre niveau. Regardez juste qui était candidat il y a pile 20 ans, 1999. François Hollande pour le PS, Charles Pasqua pour le RPF, Nicolas Sarkozy pour le RPR, Daniel Cohn-Bendit pour les Verts, François Bayrou pour l'UDF, Robert Rue pour le PCF, Jean-Marie Le Pen pour le FN, Arlette Laguiller pour Lutte ouvrière et LCR. Pierre Jacquemin, c'est vrai qu'on a un vrai changement. Et combien d'entre eux ont réellement siégé au Parlement européen? Ah oui, alors absolument. C'est toute la question justement. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir des tout jeunes candidats, tout nouveaux en politique, un jeu de renouvellement, semble-t-il, de la part des partis, alors qu'il y a 20 ans, on avait des vraies têtes d'affiche? C'est aussi, ça dit aussi beaucoup du rapport que l'on a, nous, en France, à la question européenne. On voit aussi que l'échiquier aujourd'hui, ou en tout cas la manière dont on nous présente la question européenne, elle n'est pas la priorité des formations politiques. Elle est accessoire. Et d'ailleurs, on le voit d'autant plus qu'on voit
bien que dans toutes les formations politiques, ça a été un débat qui a cristallisé, ou en tout cas qui a clivé. Ça veut dire que ce n'est pas un sujet qui a été forcément appréhendé. On voit bien qu'à gauche, c'est un sujet, que la question européenne, c'est un sujet qui clive, et qu'à droite, c'est un sujet qui a aussi clivé. On l'a vu au début avec les Républicains. Est-ce que les Républicains étaient pour ou contre la sortie de l'Union européenne? Au Rassemblement national, le débat a été le même. À gauche, le débat a été similaire. Mais encore une fois, la question, elle est aussi de la manière dont on veut traiter la question européenne. Emmanuel Macron, effectivement, on l'a dit, quand il théorise la question européenne entre il y a le chaos et je suis le seul à pouvoir résister face à ce chaos, il faut que les autres formations politiques contestent cette ligne de fracture. La gauche, aujourd'hui, n'est pas en capacité de contester cette ligne de fracture. Elle joue le jeu d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, le paysage politique tel qu'il se dessine à gauche, avec je ne sais plus combien de pléthores de listes qui sont aujourd'hui à gauche, avec un discours qui semble similaire, montre le peu d'intérêt. Et c'est ça qui est assez frappant, c'est qu'au moins on a réussi une chose. Au moins l'ensemble des formations politiques, à part peut-être la liste qui sera soutenue par Asselineau ou je ne sais plus qui d'autre, plus personne aujourd'hui dit qu'il faut sortir de l'Union européenne. Ça, c'est peut-être une première victoire. Mais à gauche, quand vous prenez le panel de ce qui se passe à gauche, vous écoutez tous sur la question démocratique, sur la question sociale, la question écologique, ils racontent tous à peu près la même chose. Alors que l'enjeu aujourd'hui, compte tenu de la crise sociale que l'on vit aujourd'hui, c'est aussi de contester l'hégémonie à Emmanuel Macron, et c'est surtout de faire un barrage à l'extrême droite. Corentin Le Fur, comment vous voyez l'arrivée de ces nouveaux visages? Est-ce que c'est une manière presque de ne plus respecter ou de ne pas respecter ces élections européennes, d'en faire des tremplins, d'en faire des couloirs pour arriver plus haut? Non, parce que, bon, vous savez, alors c'est sûr que par rapport à 99, je regrette de n'avoir pas pu faire campagne pour une liste qui avait le panache de celle de Charles Pasqua, par exemple. Ça, c'est clair, puisque vous me cherchez sans doute là-dessus, mais à 10 ans, c'était un peu court. Je pense qu'il y a deux choses. Il y avait effectivement des poids lourds, il y avait des têtes d'affiche, mais pas forcément des représentants qui, une fois élus, faisaient de manière remarquable le travail qui doit être fait au Parlement européen, c'est-à-dire on sait un travail de lobbying au sens noble du terme, entre élus, d'être capable d'avoir de l'influence, de défendre les intérêts nationaux. Parce que ceux-là, ils seront à temps plein sur l'Europe, rien que pour l'Europe. Il est évident qu'aujourd'hui, moi qui connais bien aussi l'Allemagne, la différence que nous avons depuis des décennies, c'est que quand on envoie des parlementaires allemands, tous partis confondus, on envoie des gens qui sont des techniciens, qui sont très souvent des multilinguistes, enfin qui ont des compétences linguistiques importantes, qui sont spécialistes dans certains sujets et qui siègent de manière technique dans des commissions pour défendre pas les intérêts d'une espèce de machin européen, mais les intérêts de leur nation. Ce qu'on n'a pas su faire en France, où on s'est fait complètement squeezer, où grosso modo, là où les Allemands tenaient la commission des finances et la commission du contrôle budgétaire, on a des représentants à la commission de la pêche. J'ai beaucoup de respect en tant que Breton pour la commission de la pêche, mais on a raté des intérêts stratégiques. Donc là, il y a peut-être un vrai virage. Et aujourd'hui, il y a un virage où on doit enlever des nouvelles personnalités avec un regard neuf qui doivent jouer leur rôle. C'est une vision assez optimiste des choses, donc ce serait bien si effectivement c'était ce qui allait se passer. Je pense que les choix qui ont été faits l'ont été assez largement aussi pour des raisons probablement un peu moins nobles ou un peu ambitieuses. On voit bien que Laurent Wauquiez ne voulait pas prendre le risque de ce qu'un certain nombre de gens dans son camp lui annonçaient comme une défaite, en lui promettant d'ailleurs derrière de l'évincer de la tête du parti. Personne ne voulait y aller. On pourrait le soutenir aussi pour Madame Le Pen. On voit bien qu'Olivier Faure a de la peine à incarner le Parti socialiste, donc de toute façon, voilà, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des impossibilités et que ces choix-là ont été aussi le résultat de la faiblesse politique, à vrai dire, de l'ensemble de l'échiquier français. Maintenant, je suis d'accord avec vous, sur l'ambition, on a tout intérêt à envoyer des parlementaires qui fassent réellement leur travail et au-delà de ça d'ailleurs à arrêter peut-être de toujours vouloir le commissaire et plus miser sur les postes d'influence. Le directeur de cabinet d'un commissaire européen est en général plus important que le commissaire parce que c'est effectivement lui qui prépare les projets de direction. Je pense qu'il y a effectivement cette obligation, ce que j'évoquais aussi tout à l'heure, de professionnalisation des parlementaires européens. Il faut vraiment des gens qui sont vraiment à temps plein là-bas, qui parlent anglais, c'est absolument une nécessité. Il n'est pas question de ne pas parler anglais, même si on peut s'exprimer en français au Parlement européen. Voire allemand. Voire allemand. Je pense que c'est tout à fait important. Et vous avez eu malheureusement un certain nombre de têtes quasiment dans tous les partis. On peut citer Arnaud Danjean du côté effectivement des Républicains, qui est remarquable. On peut citer Yannick Jadot, qui était très présent au Parlement européen. Daniel Cohn-Bendit, Collietta, était très présent. On avait des gens comme Gilles Savary, on avait des gens comme Alain Lamassoure. Donc je prends volontairement des gens aussi bien de gauche que de droite qui étaient présents. Je pense que c'est ça l'obligation. Avec la liste, malgré tout, de LREM, on a quand même l'impression d'avoir des gens qui ne sont pas nécessairement très connus, mais qui vont faire le boulot. Et je pense que c'est ça qui est important. Et il faut espérer que les autres listes, que ce soit les élus parce que là, on parle des autres. LR, effectivement, soient là. C'est pour ça aussi que je parlais d'espèce de poids mort du effectivement, du Front National, parce que eux, effectivement, ils n'étaient pas présents. Ils ne défendaient même pas leurs idées, évidemment abominables, mais ils n'étaient quasiment pas présents. C'est ça le vrai. Certains l'ont été. Après,
ne votaient non, mais pas. certains l'ont été. Mais après, moi j'entends ce que vous dites sur la liste LREM, mais je vois Sandro Gozzi, vous savez, qui est ancien ministre de M. Prodi et qui par ailleurs est le président des fédéralistes européens. Mais si on suit cette logique-là, que veut LREM? Parce que si on avait une Europe fédérale et où effectivement la majorité, enfin, où ce qui l'emportait dans les rapports de force en Europe, c'était la majorité au sein de l'hémicycle européen, je ne suis pas certain que ça irait véritablement dans le sens de ce que souhaite LREM ou la France pour l'Europe. Donc il faut être un peu cohérent parce qu'il y a quand même beaucoup d'effets de manche et beaucoup d'effets d'affichage. Et je ne doute pas qu'un certain nombre des personnalités que vous citiez seront capables de travailler, mais quand même, il n'y a pas une ligne politique extrêmement claire et surtout pas très coordonnée à la réalité des rapports de force. 30 secondes. 10 secondes. Ce qui sera fondamental aussi, ce sont des profils qui restent en connexion permanente avec les territoires, parce qu'aujourd'hui, la véritable fracture, c'est avec les territoires. Un exemple tout bête, il y a 10 milliards de fonds européens structurels qui ne sont par exemple toujours pas utilisés. Il faut des élus qui soient capables de prendre ces sujets à bras-le-corps en lien avec les territoires. Pierre Jacquemin, oui, bon, très rapidement, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, parce que c'est assez juste. Regardez les profils qui émergent aussi à gauche. Vous prenez Manon Aubry, qui est une spécialiste de la question de l'évasion fiscale. Ce sont des sujets qui sont des sujets cruciaux pour savoir où est-ce qu'il faut aller chercher l'argent, où est-ce qu'aujourd'hui il y a des entreprises à condamner, et voilà, donc du coup c'est aussi des profils comme cela. Je pense à la liste aussi communiste, qui représente aussi beaucoup d'ouvriers qui sont des déshérités justement de la désindustrialisation. Merci. Et donc c'est important d'avoir ce type de profil aussi. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Fin de cette émission, on se retrouve demain en direct à 18h30 sur Public Sénat. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Christian Jacob, président du groupe LR à l'Assemblée. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.